Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 34. Le Demande à Cédric, c'est un événement que j'organise les 7 premiers jours du mois. Pendant 1 heure, je réponds aux questions des membres plus. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec les membres plus qui sont présents et qui vont me poser leurs questions. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous inscrire sur le site formation informatique avec cédric.fr. Donc en théorie, vous vous rendez sur l'accueil du site. Une fois que vous êtes sur l'accueil du site, vous allez trouver un formulaire pour vous inscrire. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire » et à partir de là, vous pourrez accéder aux retransmissions des demandes à Cédric comme celui que vous êtes en train de regarder ici. On est sur la version 34, mais vous pourrez voir les autres et bien d'autres vidéos directement une fois que vous serez inscrit. Allez, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. C'est le Demande à Cédric numéro 34. Bienvenue à toutes et tous. Et je vais commencer à répondre aux questions. Alors, une première question de Louis-Paul qui fait suite à une vidéo que j'ai tournée sur les mails. Donc les mails, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je ne vais pas forcément revenir dessus. Vous pouvez aller la voir directement. Les mails, je parle d'indépendance, c'est-à-dire de souscrire une adresse chez un fournisseur indépendant, que ce soit Yahoo, que ce soit Live, que ce soit Outlook, que ce soit Gmail. J'ai une petite préférence pour Gmail, vous devez le savoir au bout du compte. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez créer des adresses chez ces fournisseurs pour être totalement indépendant. Parce que lorsque vous allez quitter votre fournisseur d'accès pour une raison X ou Y, que ce soit un déménagement, une meilleure offre commerciale ou une meilleure offre de connexion Internet, vous ne conserverez pas votre adresse email. Alors ici, Louis-Paul nous dit que lui, il a conservé la sienne lorsqu'il est passé chez Wanadoo. Donc elle n'a pas été supprimée lorsque j'ai quitté France Télécom pour Neuf. Et donc ça, c'est à mon avis quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que vous étiez chez Wanadoo, vous aviez une adresse Wanadoo, et les adresses Wanadoo, c'est un petit peu particulier, puisque Wanadoo a été depuis très longtemps racheté par Orange, mais qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont des adresses Wanadoo. C'était des très anciens clients d'Orange, et je pense que voilà, pour des questions de praticité du côté de Orange, ils ont conservé les anciennes adresses Wanadoo parce qu'ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas trop comment les convertir, parce que c'est vrai que les gens qui avaient des adresses Wanadoo et tous les contacts qui les connaissent avec ça, ça risque de faire ça. Ensuite, ça va être un peu pareil, je pense, pour Neuf et SFR, c'est-à-dire que soit SFR n'aura pas la même politique qu'Orange et ils vont décider que les adresses Neuf ne sont plus disponibles et elles seront remplacées par des adresses SFR, ou alors ils feront des alias, des adresses Neuf qui arriveront directement sur la boîte mail SFR. J'imagine que c'est plus ça qui va se produire, mais ça ne veut pas forcément dire que si un jour vous êtes appelé à quitter SFR pour aller à la concurrence, c'est pas dit que vous conserviez votre adresse. Donc quoi qu'il en soit, moi ce que je recommande pour être indépendant, c'est d'avoir une adresse email externe. Effectivement, je recommande plus une adresse Gmail. Pour quelle raison ? Tout simplement pour les différents services, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir une adresse sur Gmail, qui donc fait partie du groupe Google, vous allez pouvoir grâce à celle-ci, accéder à de nombreux services comme avoir une chaîne YouTube, ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais ce qui est facultatif et gratuit. Donc voilà, pourquoi s'en priver ? Vous aurez accès à votre compte Google Plus gratuitement et beaucoup d'autres services que propose Google. Donc avoir une adresse Gmail, c'est pratique. En plus, leur webmail est très bien, leur filtre anti-spam est fantastique, et en plus, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes sur leur webmail, de gérer vos contacts. Ça, c'est également important parce que j'en ai pas encore parlé, mais je vais faire une vidéo sur le sujet. Les contacts, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire je sais pas comment vous gérez vos contacts aujourd'hui, mais moi, pendant longtemps, j'ai géré mes contacts soit par l'intermédiaire d'un téléphone, soit par l'intermédiaire, avant j'avais l'équivalent de Windows Live Mail, donc je mettais mes contacts mail dessus, et maintenant, l'avantage, c'est que tout est regroupé sur mon compte principal Gmail. J'ai dans mes contacts, et aujourd'hui, avec les téléphones smartphones modernes, j'ai un téléphone Android, ce qui me permet de synchroniser mes contacts directement depuis mon adresse email sur mon téléphone et vice versa. C'est-à-dire que je rajoute un numéro de téléphone sur mon téléphone, il arrive sur ma boîte Gmail, et quand j'ajoute un contact sur Gmail, il arrive sur mon téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, et les passerelles existent également entre Google et iOS. Si vous avez aujourd'hui un iPhone, vous avez la possibilité de synchroniser
vos contacts Gmail avec votre iPhone. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Moi, pendant longtemps, j'ai perdu mes contacts, il fallait que je ressaisisse tout, etc. Et aujourd'hui, tous mes contacts sont regroupés au sein de Gmail et c'est vraiment fantastique. Donc c'est la raison pour laquelle évidemment, je vous incite à avoir une adresse externe tout simplement pour ne pas être dépendant de votre fournisseur d'accès et avoir une adresse Gmail tout simplement pour avoir l'écosystème de Google. J'ai oublié de parler de Google Drive qui est aussi fantastique et tout ce qui va autour. Voilà Louis-Paul, j'espère que j'ai répondu à ta question le plus simplement possible et que tu as les précisions dont tu avais besoin. Quoi qu'il en soit, je referai une vidéo sur les contacts dans l'explication du mail. Voilà, alors Louis-Paul, tout est bon, tout est ok. Alors voilà. Bonjour donc aux personnes de tout à l'heure que j'ai déjà citées, Lucien, Denis, Tania, Jackie. Bienvenue à vous. Alors, Morissette, bonjour Denis, merci pour votre réponse. Parfait. Bonsoir Cédric, bonsoir tous à l'écoute. Bonsoir Alex. Bon ben voilà, alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Vous avez tout demandé sur le forum et c'est parfait. Donc je vais attendre que les questions arrivent et en attendant je vais continuer de vous parler un petit peu de l'évolution du site que je vais mettre en place. Alors honnêtement c'est un travail énorme parce que j'ai beaucoup de choses à refaire. Ce que vous voyez, que ce soit du côté de l'espace de la page d'accueil, je vais vous remontrer la page d'accueil, la nouvelle page d'accueil. Donc vous, ce que vous voyez depuis la page d'accueil, ça va remplacer la page d'accueil actuelle. Et puis ça va être sous forme de modules comme ceci. Donc il y a déjà cette première partie. Et là, quand les gens vont cliquer, ils vont être redirigés soit vers un formulaire pour s'inscrire pour tout ce qui est partie gratuite, ou alors quand ils cliqueront, par exemple ici, j'ai commencé à faire la page pour je monte mon PC et c'est facile, pour toutes les formations qui sont payantes, lorsqu'ils vont cliquer dessus, ils vont être redirigés vers une page d'explication de la formation en question. Donc il y a toute cette partie-là à faire, toutes les parties de pages d'explication qui sont des parties assez longues, où là j'explique un petit peu les différentes choses, les garanties, s'ils achètent, etc., le prix, etc., etc. Donc tout ça, c'est très long à mettre en place et ça, il faut que je le fasse pour chaque formation. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, donc une fois que soit les gens sont inscrits ou soit les gens ont acheté une formation, ils vont arriver directement dans leur espace membre, comme vous le connaissiez avant. Donc là, je suis en train de le refondre en fait pour qu'il ait l'apparence des nouveaux modules. Et à partir de là, il y aura une fois de plus, tous les modules qui seront listés. Donc à partir de l'espace membre, vous pourrez avoir accès ici à l'ensemble des formations que vous avez achetées. Donc là, c'est une simulation, tout est coché, mais en fonction de votre niveau de membre, en fonction des formations que vous avez achetées, vous aurez plus ou moins accès aux formations. Et si vous n'avez pas accès aux formations, vous serez redirigé vers la page de description de la formation en question pour pouvoir l'acheter. Effectivement, enfin pas effectivement, mais évidemment, en tant que membre plus, puisque aujourd'hui vous êtes là en direct, vous êtes membre plus, vous aurez accès à toutes les formations qui sont ici. Il faut juste le temps que je les mette en place. Et ensuite une fois que ça a été réalisé, toute cette partie, où il faut que je dise telle personne a droit à regarder tel contenu, telle personne a droit à regarder tel contenu. Donc déjà ça c'est très compliqué à mettre en place, en plus des choses que je vous ai parlé avant. Et ensuite, donc il faut que je fasse les pages des formations. Donc là j'ai cliqué sur la formation concernant le mail, et donc il va falloir que je fasse une page de formation pour toutes les formations qui sont disponibles. Donc là c'est sur la formation du mail, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez avoir donc différentes choses avec les vidéos qui sont maintenant accessibles plus facilement et de façon plus condensée ici. Ça vous permet donc d'accéder aux formations comme vous aviez accès avant. Et à partir de là, j'ai rajouté soit des informations supplémentaires comme ici, soit des vidéos complémentaires qui me paraissent importantes, notamment pour comprendre le mail. Et également, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Bon, effectivement, ça va me rajouter encore du travail, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que ce soit bien pour
toutes les personnes qui seront présentes, qui regarderont les formations, qu'elles soient gratuites ou payantes. J'ai rajouté ici une fiche de suivi de la formation, c'est-à-dire que en haut de chaque formation, vous pourrez cliquer ici pour suivre votre formation, et là vous allez arriver sur un PDF que vous allez pouvoir imprimer, qui reprend les vidéos de la formation en question. Donc là c'est la formation sur j'envoie des mails comme un pro, et j'ai oublié de partager mon écran, donc eh bien vous n'avez rien vu depuis le départ. Donc je vais revenir, je ne vais pas tout reprendre, mais voilà, je vous avais montré donc la page d'accueil. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Je vous avais montré la page d'accueil, donc avec les différents modules. Ensuite, ce dont je vous ai parlé, c'est la page de découverte des formations, de savoir quelle va couvrir cette formation. Ensuite, il y avait donc l'espace membre, le nouvel espace membre. Donc je suis complètement en train de le réorganiser. Là, j'avais indiqué les prochains demandes à Cédric, dans combien de temps je réponds à vos questions, mais je pense que je vais l'intégrer directement dans le module demande à Cédric, parce que là, ça prend beaucoup de place et j'aimerais qu'on voit le plus de formations possible. Et puis après, donc comme je vous disais, ici, il y a les formations, donc avec la page de formation avec tous les différents éléments, certains que j'ai rajoutés parce que je trouvais ça pertinent. Et ici, donc ce dont je vous parlais, la fiche de suivi qui ouvre donc un document PDF que vous pourrez imprimer et qui vous permet eh bien, de cocher les cases des vidéos que vous avez déjà vues. Ça vous permettra eh bien, de dire voilà, cette vidéo je l'ai déjà vue, ou je me suis arrêté à, 3 minutes du temps, et vous pouvez rajouter des notes concernant la vidéo, donc à la fois à côté de chaque vidéo et en bas sur le cours, voir si vous avez des notes supplémentaires. Comme ça vous permet eh bien, voilà, d'avoir une fiche suivi de la formation. Et je pense que ce sera très bien. Et enfin, la dernière chose qu'on est en train de voir avec Alexandra et Louis-Paul, puisque c'est Louis-Paul qui avait commencé à travailler sur l'index des différentes formations, qui avait réalisé un travail colossal, et puis Alexandra qui avait ajouté également son expertise par rapport à ça en créant un fichier PDF avec les liens qui étaient cliquables. Et je me suis dit que ça était dommage eh bien, que l'on fasse ça de façon disparate chacun, et de regrouper vers un outil. Donc on a commencé à regarder ça. J'espère que ça va pouvoir voir le jour, parce que voilà, c'est quelque chose d'assez contraignant, d'assez compliqué, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive, parce qu'on va pas s'arrêter là. Et là c'est vraiment un outil formidable, j'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est un outil qui va permettre de lister tout ça. Donc là on ne voit pas, mais normalement il y aura des liens cliquables, c'est-à-dire que vous pourrez cliquer sur les liens, et par l'intermédiaire de cette recherche qui est ici, eh bien vous pourrez retrouver facilement l'information. Si par exemple vous cherchez quelque chose sur les favoris, voilà, favoris, eh bien vous voyez, ça redimensionne automatiquement le tableau et ça vous donne les informations. Comment retrouver mes favoris sous Firefox? Donc là ça avait été traité. Il vous suffira simplement de cliquer et vous arriverez directement au bon endroit de la formation. Alors évidemment, comme il y a toutes les formations qui se trouvent ici, eh bien, il faudra être titulaire des formations en question pour pouvoir accéder aux réponses. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, c'est un outil qui, à mon avis, une fois qu'on l'aura mis en place, si on réussit à le faire, parce que pour l'instant, c'est un challenge, mais en tout cas, je pense que ça va être vraiment fantastique. Et voilà. Bon, je vais regarder s'il y a des questions, je pense que oui. Et voilà, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi par rapport à la nouvelle version du site. J'ai essayé de moderniser les choses et puis aussi de regrouper les choses pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous de retrouver l'information. Pardon. Donc voilà, j'espère que vous êtes, comme je vous le dis, aussi enthousiaste que moi. Alors, voyons voir s'il y a des nouvelles questions. Alors, Mario, Cédric, savez-vous comment activer l'USB dans une machine virtuelle? Alors, malheureusement, Mario, je pense que ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles mises à jour et je ne sais pas quelle machine virtuelle vous utilisez. Je ne sais plus ce que j'utilisais comme machine virtuelle, mais ce n'était malheureusement pas possible de faire monter les clés USB, ce qui était bien dommage parce que ça peut être pratique d'avoir une clé USB, ne serait-ce que pour faire une mise à jour, ne serait-ce que pour faire un certain nombre de choses. Donc Mario, malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible. J'imagine que vous avez déjà commencé à regarder sur internet. Moi, à l'époque où j'avais voulu le faire, eh bien, ça n'avait pas été réalisable. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais moins de 6 mois.
Et ben voilà, c'était pas encore prévu par la version que j'utilisais du logiciel pour les machines virtuelles. Je ne me souviens plus de son nom parce que je ne l'ai pas remonté depuis, mais voilà, malheureusement, ce n'était pas possible. Alors, Sacha, depuis quelques temps, quand je démarre Mozilla Firefox, c'est une page blanche qui s'affiche au lieu de la page d'accueil. Je l'ai désinstallé puis réinstallé, mais rien ne change. Alors Sacha, je vais essayer de ne pas oublier de partager mon écran cette fois-ci. Et je vais lancer Firefox, qui a évidemment des mises à jour. J'en profite pour boire. Alors, vous voyez, donc là, je lance Mozilla depuis longtemps. J'arrive sur cette page. Je vais voir si je peux faire ça. Voilà, parfait. Donc, là, il s'agit de la page de démarrage que vous devez reparamétrer, Sacha. Donc, ici, je vais fermer Firefox. Je vais le relancer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble lorsque je lance de zéro. Voilà, donc j'arrive ici. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la page d'accueil. Donc si je veux le modifier, je vais en haut à droite sur les 3 traits horizontaux. Ensuite, je suppose que je vais aller dans Options. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Firefox. Et ensuite, ici, vous avez le démarrage. Donc au démarrage de Firefox, vous avez soit affiché ma page d'accueil, soit affiché une page vide, soit affiché les derniers onglets des fenêtres utilisées. Donc je suppose que vous avez ici affiché une page vide et c'est la raison pour laquelle lorsque vous lancez Firefox, vous arrivez sur une page vide. Alors pour le modifier, vous voyez là je viens de le faire et j'arrive sur une page vide. Pour modifier, vous cliquez donc sur les 3 traits horizontaux, vous cliquez sur Options. Ensuite, vous vous assurez d'être en haut à gauche sur Général. Et enfin, au lieu de, au démarrage de Firefox, choisir Afficher une page vide, vous cliquez sur Afficher ma page d'accueil. Pardon, et en dessous, eh bien, vous mettez l'adresse de la page d'accueil que vous souhaitez. Donc si par exemple, je veux Google, je vais taper http est-ce que j'ai mis deux points? Non, www.google.fr. Voilà, j'appuie sur la touche Entrée. Je ferme Firefox, je relance Firefox et en théorie, eh bien, ma page d'accueil sera Google. Voilà. Voilà Sacha, c'est tout simplement une page d'accueil. Si toutefois ça ne fonctionnait pas, eh bien c'est possible que vous soyez infecté. En théorie ça devrait fonctionner parce que si vous étiez infecté, vous arriveriez sur des pages de publicité ou des pages d'accueil modifiées. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, eh bien vous pouvez toujours vous rendre sur le site et regarder le guide qui vous permet de nettoyer votre ordinateur. Voilà Sacha, en théorie, avec ça, vous devriez vous en sortir. Tenez-nous au courant, puisque il est 18h18 et qu'il vous reste quelques temps pour réaliser les manipulations. Et si j'ai été un petit peu trop vite, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes, la retransmission sera disponible ces prochains jours. Voilà. Alors, Java me relance chaque jour, est-ce bien utile? Je suis sur Windows 10. Alors, Alex, Java, c'est un programme qui est installé sur l'ordinateur que vous pouvez retrouver dans clic droit. Pardonnez-moi. Dans clic droit, ensuite vous allez dans Programme et fonctionnalités. J'ai encore oublié de partager mon écran. Mais je m'en suis rendu compte à temps, tout va bien. Donc clic droit, ensuite vous choisissez programme et fonctionnalités. Et à partir de là, vous avez une liste de programmes installés sur votre ordinateur et vous devriez retrouver Java. Alors, si vous avez Java d'installer, ça ne veut pas forcément dire que vous en avez besoin. Moi, je ne pense pas qu'il soit installé, on peut regarder puisque c'est classé par ordre alphabétique. Et JKL, il n'y est pas, vous voyez, je n'ai pas Java. Alors, Java, c'est un logiciel qui n'est pas absolument indispensable. Certains sites web l'utilisent pour fonctionner, certains logiciels l'utilisent pour fonctionner. LibreOffice, OpenOffice, pour certaines fonctionnalités avancées de ces deux logiciels, vous pouvez avoir besoin de Java. Mais si vous n'en avez pas besoin, je vous conseille de le désinstaller parce que c'est un logiciel qui, comme il est utilisé par énormément de systèmes, il a tendance à être attaqué souvent. Donc deux choses, soit vous le gardez et dans ce cas-là, il faut faire les mises à jour. Donc pour faire les mises à jour, j'avais fait une vidéo... pardonnez-moi, j'ai encore des toux, pardonnez-moi. Donc j'avais fait une vidéo, il me semble que c'est dans les vidéos gratuites.
On va essayer de retrouver ça facilement. Alors, je vais passer par la recherche en haut à droite. Java. Et là, voilà. C'était une vidéo gratuite. C'est la vidéo gratuite numéro 37. Je vais enlever mon visage, comme ça vous verrez mieux. Et c'était donc la vidéo gratuite numéro 37 qui vous indique comment éviter les pièges. Donc je vous dis comment éviter les pièges lorsque vous faites les mises à jour de Java, de Flash Player, etc. Et donc cette vidéo-là vous expliquera comment mettre à jour Java si vous souhaitez conserver Java. Donc si vous pouvez désinstaller Java et voir si ça pose des soucis. Si un logiciel vous dit j'ai besoin de Java pour fonctionner, il sera toujours temps de le réinstaller. Et sinon, je vous conseille de le désinstaller. Ça vous évite d'avoir une porte d'entrée pour d'éventuelles failles de sécurité sur ce logiciel qui est extrêmement testé par les pirates pour voir s'ils ne peuvent pas trouver des petites failles pour pouvoir s'intégrer au sein de Java. Voilà, donc vous pouvez soit essayer de faire la mise à jour si vous souhaitez le conserver, soit le désinstaller, sachant que si vous le désinstallez et qu'on vous dit voilà, il y a un souci, vous pourrez toujours le réinstaller. Attention de bien suivre les manipulations de la vidéo 37, des vidéos gratuites, tout simplement pour ne pas vous faire infecter. Pour ne pas, surtout, récupérer des logiciels malveillants en allant quelque part ailleurs. Donc surtout, ne cliquez pas sur la notification qui est sur votre ordinateur, parce que je ne saurais pas vous dire si elle est légitime ou non. Je pense que oui, si vous l'avez tous les matins. Mais quoi qu'il en soit, préférez regarder en premier lieu la vidéo, prenez quelques notes, et vous verrez, c'est très facile, soit de mettre à jour Java, soit de le supprimer, soit de le réinstaller. Voilà Alex, et si vous avez besoin d'un complément d'information, vous n'hésitez pas évidemment. Tania, vous me dites que j'ai zappé votre question. C'est bien possible puisqu'elle devait être plus tôt. J'ai vu que vous aviez dit bonjour à Denis. Tania, voilà. En effet, vous avez bien fait de me relancer, Tania. Alors, j'ai en effet zappé votre question. Alors, rebonjour. J'ai un document genre facture avec une impression top pâle, donc illisible. Lorsqu'il est photocopié, peut-on le foncer pour réussir à le lire normalement lorsqu'il est imprimé? Merci. Alors, j'ai un document facture avec une impression trop pâle, donc illisible lorsqu'il est photocopié. Alors là, Tania, vous avez plusieurs possibilités. Ça dépend vraiment de comment est fait votre document. Est-ce qu'il est vraiment trop pâle ou Donc, ce que vous pouvez essayer, si vous avez à disposition un photocopieur, si vous allez dans une boutique du style multicopie, vous pouvez essayer de foncer les choses. Mais le mieux, je pense, là où vous aurez les meilleurs résultats, si vous avez un scanner, c'est de scanner votre document et d'essayer de jouer avec les contrastes et la luminosité. Parce que si vous augmentez les contrastes beaucoup, eh bien, vous risquez que tout votre document soit foncé. Même le blanc va devenir foncé et auquel cas ça ne vous permettra pas forcément de lire. Donc vous scannez votre document et vous jouez avec la luminosité et le contraste lorsque vous allez faire l'acquisition de celui-ci. Vous faites une prévisualisation et normalement dans votre outil de scanner, vous avez la possibilité de jouer avec les points blancs et les points noirs. Donc vous sélectionnez le point noir comme étant votre caractère le plus foncé de votre document et le point blanc étant le fond du document, et en espérant que votre document n'est pas trop pâle pour que le contraste puisse se faire. Vous pouvez essayer ça. Après, s'il est vraiment trop pâle, vous pouvez, j'imagine, demander à la personne qui vous l'a envoyé de vous la renvoyer différemment. Et si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous avez encore la possibilité d'utiliser un logiciel de retouche photo. Vous scannez votre document et ensuite, grâce à ce logiciel de retouche photo, je pense que GIMP doit faire ça très bien. Vous aurez la possibilité justement de faire ce point blanc, point noir, ou encore de faire luminosité contraste.
Voilà Tania, vous pouvez essayer ça, ces manipulations-là. Et sinon, je vois pas trop. Ça dépend vraiment de la qualité de votre document initial. Et s'il est pâle, ça ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez pas le récupérer. Il faudrait que les contrastes soient quand même un petit peu présents pour que vous puissiez jouer là-dessus sur le logiciel gratuit GIMP. Bonjour Michel, à qui je n'avais pas dit bonjour. Bonjour Roger, à qui je n'avais pas dit bonjour non plus. Alors... Ah, Tania, d'accord, vous avez reposté votre question et je pensais que j'étais reparti en haut, donc tout va bien. Alors, merci pour votre horaire de la semaine. Je vais pouvoir vous écouter en direct jusqu'à jeudi. Parfait Roger, Roger qui nous écoute depuis le Québec. Donc voilà, votre compatriote Janine qui a réussi, d'ailleurs je la félicite en direct, qui a réussi à réinstaller, donc elle a changé son disque dur par un SSD, elle a fait une réinstallation complète de Windows, et donc voilà, tout s'est bien passé, elle nous a témoigné ça sur le forum, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, qu'elle ait pu se lancer dans cette aventure, et je pense que elle n'hésitera pas à le refaire maintenant qu'elle a réussi. Elle disait par elle-même que en suivant les étapes, tout avait été très simple. Je pense qu'elle s'est bien préparée, mais malgré tout, elle a réussi. Donc voilà. Bienvenue aux personnes du Québec, Roger, Janine. Voilà. Alors, Sacha, quand j'ai ma page blanche, aucun site ne s'affiche, mais quand je veux changer ma page, il dit que ma page d'accueil Google. Mais quand je fais réparer Firefox, cela s'affiche correctement. Alors, quand j'ai ma page blanche, aucun site ne s'affiche. Là, jusque-là, tout est normal, Sacha. Mais quand je veux changer ma page, il dit que c'est ma page d'accueil, Google. Mais quand je fais réparer Firefox, cela s'affiche correctement. Alors, je ne sais pas. Sacha, suivez les manipulations que je vous ai indiquées. Assurez-vous bien que vous avez page d'accueil. Assurez-vous bien qu'en dessous de page d'accueil, vous avez l'adresse que vous souhaitez. Là, j'ai pris comme exemple Google, mais vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Et ensuite, fermez Firefox, relancez Firefox. Et si vous relancez Firefox, en théorie, vous devriez avoir la page d'accueil, comme je vous l'ai montré. Donc, dites-nous si ça a bien fonctionné en faisant ça, et n'utilisez pas la fonction de réparation de Firefox, parce que je vois pas pourquoi vous auriez à l'utiliser, sauf si les manipulations que je vous ai indiquées ne fonctionnent pas, et auquel cas ce serait mieux dans ce cas-là de désinstaller Firefox pour le réinstaller. Peut-être qu'il y a un souci avec celui-ci. Voilà Sacha. Alors, bonsoir Cédric, tout est ok, cordialement Solange. Fantastique Solange, bienvenue parmi nous. Vernon, bonjour Cédric et bonjour à tous les membres. Bonjour Vernon, bienvenue parmi nous. Tout est ok, quelle heure est-il ? 18h28, parfait. Alors, Luigi, bonjour Cédric. Comment différencier le chiffre 0 de la lettre 0 ? Le chiffre 0 de la lettre 0 Luigi, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. La lettre 0 et le chiffre 0, c'est la même chose. Donc 0, c'est 0. Alors peut-être est-ce que vous faites allusion à la touche 0 qui se trouve sur votre clavier en haut, et auquel cas donc, vous pouvez accéder sur l'arrobase ou sur le A accentué. Mais en tout cas, le 0, si vous faites la touche majuscule et que vous appuyez sur 0, c'est exactement le même 0 que le 0 du pavé numérique. Alors je ne suis pas sûr de bien avoir compris votre question, Luigi. N'hésitez pas à apporter un complément pour que je puisse vous expliquer tout ça. Mario, Cédric, je vais faire l'acquisition d'un NAS très bientôt. Est-il possible de mettre un mot de passe sur ce dernier ? Alors Mario, je suppose que vous vouliez dire NAS et pas AS, mais dans le doute, si c'est AS dont vous vouliez parler, n'hésitez pas. Alors un NAS, c'est quoi ? Eh bien c'est un disque dur réseau qui va vous permettre d'accéder à des données, à un système de stockage par l'intermédiaire du réseau. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement depuis YouTube. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe depuis YouTube, pas depuis YouTube, n'importe quoi, depuis Internet, pour vous montrer à quoi ressemble un NAS.
On va se rendre sur la page d'accueil de Google. Voilà, à partir de là, on va taper NAS. Bon, je vais taper NAS Synology, comme ça, c'est le NAS que je possède. Voilà. Donc un NAS, c'est quoi? C'est ça. On va regarder dans les images. Voilà, vous avez différents types de NAS. Donc là, vous avez des NAS qui sont simple bay, donc avec un seul disque dur, double bay avec 2 disques durs, ou même différentes. Là, il y a 5 disques durs disponibles. Et donc à partir de là, vous allez ranger des disques durs à l'intérieur. Il vaut mieux que ce soit des disques durs qui soient faits pour les NAS. Donc il y a Seagate, les Seagate Red, me semble-t-il, qui sont faits pour les NAS. J'en avais acheté et j'en étais très content. Ils ont tourné pendant très longtemps sans avoir de soucis. Seagate, ça doit être Red. Voilà, spécial pour les NAS. Et voilà, Pardon. Ils sont certifiés pour les NAS. J'avais acheté 2 fois 2 Tera. Ils ont fonctionné très très bien, quasiment non-stop pendant 3-4 ans. Et ils n'ont pas cassé. Je les ai juste changés parce que je me suis dit, bon, ça fait 4 ans qu'ils tournent, quasiment non-stop. J'aimerais pas avoir de soucis. Donc j'en ai profité pour remettre à zéro mes NAS, refaire les partages, etc. Et donc j'ai repris des NAS RAID qui tournent depuis, je sais pas, peut-être 3 mois maintenant, 2 mois, 3 mois. Et voilà, tout fonctionne correctement. Et donc pour répondre à votre question, vous avez la possibilité de mettre un mot de passe, que ce soit directement sur le NAS, donc pour pouvoir y accéder. Si par exemple je veux moi accéder à mon NAS, j'ai ici la possibilité de le faire. Donc je vais dans Synology. À partir de là, il va me demander en théorie un mot de passe et un identifiant. Donc ça, la première fois que vous allez le configurer, ça va faire ce genre de choses. Je regarde juste si tout est OK. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se connecter ? Il devait être en train de dormir, mais on va le réveiller. Donc voilà, pour vous connecter la première fois, il faut mettre un identifiant, un mot de passe, donc on a ici. Et après, en fonction de la façon dont vous allez le paramétrer, avec les différentes choses, donc je ne sais pas comment ça se passe sur les autres NAS, mais je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein, ça va se passer de la même façon. Et donc là, vous voyez, j'ai mes disques durs qui sont là, le taux d'utilisation, et je ne sais plus à quel endroit, je dois avoir la possibilité, peut-être dans le panneau de configuration, je ne sais plus à quel endroit c'est, je l'ai fait il y a longtemps, de partager donc des fichiers, dossiers partagés. Et à partir de là, dans les dossiers partagés, voilà, qui sont là, que j'ai créés, vous aurez différentes possibilités de les partager par utilisateur. Donc moi, j'ai un utilisateur unique puisque je suis le seul à les utiliser. Mais si vous êtes plusieurs... oui, c'est bon, j'ai partagé mon écran, j'ai eu un doute. Si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, chaque personne peut avoir son compte, un petit peu comme si vous vous connectiez sur un site internet, et chaque personne peut avoir des autorisations différentes. Vous voyez ici, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dossiers partagés sur mon NAS, et si je souhaitais, je pourrais donner accès à une personne qui aurait accès qu'aux images, une personne qui aurait accès qu'au logiciel, une personne qui aurait accès qu'aux sauvegardes, et à partir de là, vous serez totalement protégé, que ce soit pour le NAS. Ici vous avez vu, pour arriver sur mon interface, il a fallu que je puisse m'authentifier, et puis une fois que j'ai des dossiers partagés auxquels je peux accéder directement à partir de mon explorateur de fichiers, si je vous montre ici, donc là je suis sur mon explorateur de fichiers, et si je veux, donc j'ai des dossiers partagés par exemple pour accéder à mes vidéos, je clique ici directement sur mes vidéos parce que j'ai mémorisé le mot de passe, mais sinon il me demande un mot de passe pour accéder ici. Donc je l'ai mémorisé parce que je viens souvent et que évidemment j'ai pas envie de tout faire, et vous voyez ici les partages qu'on a retrouvés tout à l'heure, j'ai accès à tout, mais je pourrais ne pas voir certaines choses si toutefois je ne m'étais pas donné les autorisations adéquates. Donc voilà, Mario, un NAS, c'est vraiment super. J'en parlerai dans la formation sur les sauvegardes. On n'y est pas encore, mais malgré tout, c'est prévu. J'expliquerai un petit peu tout, comment mettre en place le NAS, comment mettre en place les autorisations, etc., etc. Après, je le ferai pas évidemment pour tous les NAS, mais en tout cas pour le NAS Synology que j'ai. Et après, ça se passe un petit peu pareil pour tous les NAS Synology. Voilà Mario, j'espère que j'ai répondu à votre question, et si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Alors, oui, alors là je suis en train de voir la réponse de Denis, en effet, peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être que c'était la différence entre le 0 et le O, comme nous dit Denis.
Donc, Denis nous dit, en informatique, le sigle 0 est un O barré. Alors, tout à fait, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ici. Oui, voilà, tout à fait. Là, je viens de faire un 0. Il faudrait que je partage mon écran. Voilà. Là, si vous voulez, donc je viens d'ouvrir un notepad. Si je fais la touche 0, vous voyez, le O est barré. Et si je fais un O majuscule, qui ressemble beaucoup, il est un tout petit peu moins évasé. Pardon. Il est un tout petit peu moins évasé, comme vous pouvez voir ici, mais malgré tout, il n'y a pas la barre qui se trouve au milieu. Merci Denis, je n'avais absolument pas compris la question de Luigi et je pense que tu as mis le point sur ce que voulait dire Luigi. Et d'ailleurs, c'est moi qui avais mal compris la question parce qu'en la relisant, quelle est la différence entre le chiffre 0 et la lettre O? C'est moi qui ai pas bien compris. Merci Denis. En tout cas, voilà Luigi, Denis vous a donné la réponse. Il vous suffit de regarder si c'est barré ou non. Maintenant, quand vous allez créer un mot de passe, vous avez la possibilité, enfin je vous conseille de faire attention entre les O et les 0 pour ne pas vous tromper. Lorsque vous retranscrirez, si vous avez pris un petit carnet pour noter vos mots de passe, faites attention entre le O majuscule et le 0, justement, et bien de ne pas vous tromper. Et pour ce faire, vous pouvez barrer le O si c'est un 0, comme on le fait en informatique. Merci Denis. Morissette, je pense que Luigi veut dire la lettre O de l'alphabet. Tout à fait, tout le monde a compris, sauf moi en fait. Merci Morissette pour la précision. Alors, pour votre tout, il vous faudrait du sirop d'érable du Québec. Voilà, et du miel que j'ai acheté aussi, et ça fait longtemps que je ne me suis pas fait d'infusion. Je pensais que ça allait passer, cette petite touche, tousse beaucoup moins qu'avant malgré tout, mais c'est pas encore terminé. Alors, Luigi, voilà, merci Denis, donc c'est bon, parfait. Alors, Alex, mon antivirus n'assure pas ma protection bancaire car la protection contre les captures d'écran est désactivée. Alors, mon antivirus n'assure pas ma protection bancaire car la protection contre les captures d'écran est désactivée. Et impossible pour moi d'accéder à cette activation. Je vous remercie de la réponse. Alors Alex, c'est la première fois que j'entends parler de cette protection. Je ne sais pas quel antivirus vous avez allez peut-être pouvoir nous en dire plus, ça permettra de vous aider puisqu'il en existe un grand nombre. Et voilà, après, bon, c'est certainement bien que vous ayez cette protection. Je ne sais pas si elle va vous servir, mais en tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas Alex à nous dire quel est l'antivirus que vous avez. Faites attention, pas forcément vous Alex, mais toutes et tous, de ne pas vous faire vendre des solutions qui ne vous serviront pas. Tout le monde essaye de vous faire peur, attention à ci, attention à ça. Mais voilà, on n'a pas forcément besoin de ça. Je ne vois pas, c'est-à-dire qu'il faudrait que la fonction anti-capture, ça voudrait dire que quelqu'un doit avoir accès à votre ordinateur, doit pouvoir le contrôler. Dès lors où il va pouvoir le contrôler, s'il en est là, il peut très bien avoir mis ce que l'on appelle un keylogger, c'est-à-dire un programme qui va enregistrer tout ce que vous tapez. Quand vous allez taper votre mot de passe, il va l'enregistrer, ça va lui être envoyé. Donc voilà, il vaut mieux s'assurer que notre ordinateur est bien nettoyé avec que ce soit le guide pratique, un PC rapide et sain, ou que ce soit les vidéos de la formation Mon PC toujours au top. Voilà, pour être sûr que vous avez une bonne protection. Je vais faire prochainement, je ne sais pas exactement quand, c'est dans les projets, je pense que je vais organiser un direct où je parlerai spécifiquement de la protection sur PC, parce que justement il faut un petit peu dédramatiser tout ça. Je ne dis pas que les pirates n'existent pas, je ne dis pas que le piratage n'existe pas, mais bon, il faut aussi faire attention aux gens qui veulent vous vendre des antivirus à 60 € l'année, aux gens qui vous font peur tout le temps. Avec Windows 10, si vous faites bien vos mises à jour, si vous avez un antivirus gratuit, si vous n'allez pas sur n'importe quel site, et si vous faites voilà, des nettoyages souvent, eh bien voilà, ça devrait largement suffire. Voilà, on reverra ça plus tard, mais voilà. Donc il s'agit de Kaspersky Antivirus. Je vais regarder juste s'il y a d'autres choses entre temps. Alors... Donc, dans mot de passe, y a-t-il une différence entre la lettre majuscule O et le chiffre 0 ? Ici, on voit la différence.
Pierre, il y a une différence, effectivement, c'est que ce soit le O minuscule, le O majuscule ou le 0, ce sont 3 caractères différents. Donc faites attention lorsque vous créez des mots de passe, justement, soit quand vous créez des mots de passe ou soit quand vous lisez un mot de passe, lorsque on vous envoie un mot de passe par SMS ou parfois vous savez ce que l'on appelle les CAPTCHA, ce sont des sigles que vous devez reproduire pour pouvoir passer une étape. Donc quand vous avez tout ça, il faut que vous fassiez attention parce que dans la plupart des cas, les mots de passe sont sensibles à la casse, c'est-à-dire s'ils sont majuscules ou minuscules, donc il faut faire attention. Donc un mot de passe où il y aurait tonton avec les O en majuscule, c'est pas pareil qu'un mot de passe où vous avez tonton avec les O en minuscule. Donc faites très attention à tout ça. Et pareil, les 0, donc c'est une lettre différente, le O minuscule c'est une lettre différente et le O majuscule c'est une lettre différente. J'espère avoir bien compris cette fois-ci. Je vais relire la question. Oui, et comme vous le dites à juste titre, Pierre, dans le chat en lui-même, on voit la différence entre un O majuscule et un 0, comme je le disais tout à l'heure. Le 0 est un petit peu plus étroit que le O majuscule, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on peut parfois les confondre. Et d'ailleurs, le 0 n'est pas barré dans votre exemple parce que ça dépend des caractères. Des fois, certains caractères ne prennent pas en considération ce O barré. Donc, il vous faudra être 2 fois plus attentif lorsque vous aurez besoin justement de faire ces identifications ou même pour vos mots de passe. Alors, Mario, Windows Defender fait déjà un excellent travail de base. Tout à fait Mario, je suis d'accord avec vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut se méfier de toutes les solutions qu'on nous vend avec, il ne pourra pas faire une capture d'écran, il ne pourra pas faire ci, il ne pourra pas faire ça. Au final, c'est comme si vous aviez une maison et qu'au sein de la maison, il faille qu'à chaque fois que vous voulez rentrer dans une pièce, il faille que vous ayez une clé. Vous imaginez, vous avez une maison qui fait 5 pièces et à chaque fois que vous voulez rentrer dans une pièce, il faut prendre une clé. Donc les surprotections, c'est là où on en arrive, c'est qu'au bout d'un moment, l'antivirus devient plus contraignant que la menace en elle-même. Donc faites attention à tout ça, faites attention à tout ce qu'on vous vend. Encore une fois, je ne dis pas que les pirates n'existent pas, que les virus n'existent pas, c'est pas du tout le discours que je tiens, mais essayons de ne pas avoir cette attitude trop défensive. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne sais pas pour quelle raison vous ne pouvez pas activer cette anti-capture. Est-ce que c'est une option payante supplémentaire dans Kaspersky ou est-ce que c'est parce que tout simplement y a un souci avec votre Kaspersky? Peut-être est-ce que vous pourriez voir, on va regarder Kaspersky. Je vais regarder la version que vous avez, Kaspersky Antivirus. Donc voilà, peut-être que vous avez la version antivirus et que la version antivirus ne comprend pas, parce que vous voyez, ils vendent différentes versions de Kaspersky. Vous avez Kaspersky Internet Sécurité, Kaspersky Antivirus. Et d'ailleurs, on va essayer de taper différence entre Kaspersky et antivirus. Et comme ça, on devrait arriver sur un tableau, enfin j'espère, qui nous montre les différentes choses que vous avez. Voilà. Alors, donc là, c'est sur la version 2015. Pardon, j'ai pas partagé mon écran. Voilà, c'est chose faite. Donc voilà, c'est les différentes protections que vous avez si vous avez Kaspersky Antivirus et Kaspersky Internet Sécurité. Donc voilà, il y a... C'est assez amusant parce que vous allez, ils vont vous vendre un antivirus où ils vous disent, je vais enlever ma tête, ça sera plus simple. Ils vont vous vendre un antivirus, en vous disant, on vous vend l'antivirus, mais en même temps, vous n'avez pas tout. Donc, mais en fait, il vaudrait mieux prendre la suite complète parce que vous serez complètement protégé de tout. Bon, voilà, protection bancaire, vous voyez les différences qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on achète un antivirus, par exemple celui-ci, Kaspersky Antivirus, plutôt que Windows Defender si on n'a pas tout. Bon, bref, voilà, donc les différences majeures, on va dire, contrôle des applications, prévention des intrusions, ça vous l'avez pas, alors que c'est censé être un antivirus, super. Anti-spam, vous l'avez pas, anti-bannière, protection bancaire, saisie des données... Contrôle parental, surveillance du réseau.
et mode application de confiance et protection contre l'accès des programmes à la caméra web. Voilà, bon, ils vous vendent un petit peu leur sauce, hein. Et ensuite, donc par rapport aux captures d'écran, alors est-ce que c'est la protection bancaire auquel vous faites allusion? Je vais essayer de regarder un petit peu plus avant ce dont vous aviez parlé. Alors non, pas Java. Alors voilà, mon antivirus n'assure pas la protection bancaire. Voilà. Donc écoutez, Alex, vous avez la réponse sous vos yeux. Pourquoi est-ce qu'ils n'assurent pas la protection bancaire? Eh bien tout simplement parce qu'ils veulent vous vendre ce qu'ils appellent Kaspersky Internet Sécurité, qui est censé vous couvrir de tout. Voilà, vous pourrez choisir si vous souhaitez faire évoluer votre antivirus. Personnellement, comme je le disais précédemment, et j'aurai l'occasion d'en reparler dans ce direct que j'aimerais faire concernant la sécurité, eh bien, il vaut mieux avoir des bonnes habitudes, savoir ce que l'on fait, plutôt que d'avoir un antivirus très cher qui va être très pénalisant, parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, il va vous dire attention, vous faites ci, vous faites ça. Pour peu que vous ne sachiez pas quoi répondre, vous cliquez sur un bouton, ça bloque complètement votre connexion Internet. C'est ce qui se passait avec Norton Antivirus par le passé. Ils vous mettaient tout le temps des messages. Moi, chez mes clients, c'était continuellement ça. Ah, je comprends pas, j'ai plus de connexion Internet. Et quand j'allais chez eux, eh bien, ils avaient cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, et ils n'avaient plus de connexion Internet. Donc faites attention avec toutes ces solutions qui vous disent on va vous protéger de tout, et au final, est-ce qu'on en a réellement besoin? Voilà Alex, j'espère que j'ai répondu à votre question. La raison pour laquelle vous n'avez pas cette protection bancaire, c'est parce que vous n'avez pas la bonne version, entre guillemets, pas la bonne version de Kaspersky. Vous choisirez si vous souhaitez le faire évoluer ou non. Voilà. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Tania, est-il possible de changer l'écran d'un ordinateur portable qui est devenu flou? C'est un Windows Vista qui a 7 ans. Le reste fonctionne, tout est encore très bien. Qu'en pensez-vous? Alors, en effet, Tania, c'est possible. Je sais que mon ancien associé Benoît était spécialisé là-dedans. Moi, c'est des manipulations que je n'aimais pas trop faire. En gros, vous pouvez changer la dalle. Alors là, je vais vous dire qu'à mon avis, sur votre ordinateur, ça vaut pas la peine. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il faut voir quelle dalle c'est. Donc il y a des dalles qui sont à différents prix. Ça peut aller de 80 € à peut-être 300 €. On va essayer de trouver ça sur Google. Donc il faut déjà savoir quel est le modèle de dalle. Donc ça veut dire qu'il faut démonter. Donc le démontage, c'est pas forcément très compliqué. Mais malgré tout, si vous le faites faire par un technicien, c'est au minimum une demi-heure de main d'œuvre, peut-être même une heure, plus le prix de la dalle, plus le prix pour remonter. Voilà, on est vite à 200-250 €. C'est pas loin d'être le prix d'un PC neuf. Donc voilà, c'est l'obsolescence malheureusement. Aujourd'hui, il vaut mieux jeter que réparer. Voilà, c'est le prix des techniciens, le prix du matériel, même si le matériel n'est pas forcément très cher. Une dalle de cette époque, peut-être c'est pas très cher, quoique peut-être plus c'est rare et plus c'est difficile à trouver. Vous pouvez peut-être en trouver d'occasion et le faire faire par un ami, auquel cas voilà, l'économie financière, le système financier n'est pas le même. Si vous le faites faire par un professionnel, lui il a des charges, lui il faut qu'il vous facture son taux horaire, il faut qu'il vous facture s'il achète une dalle la TVA, etc. Donc c'est pas forcément facile. Alors on va regarder rapidement juste pour que vous pour votre culture à toutes et tous. Dalle ordinateur portable, on va regarder sur les images pour que vous puissiez comprendre. Voilà comment ça se passe. Donc ici, vous avez votre ordinateur portable. Là, l'image est un peu petite. On va essayer de trouver des images un petit peu plus grandes pour que vous puissiez comprendre et que je puisse vous le montrer mieux. Voilà, donc sur cette image, est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien? Oui, voilà. Pardon. Vous voyez comment ça se passe. Donc ici, vous avez la coque et vous avez cette dalle que vous pouvez éventuellement... Et vous avez cette dalle que vous pouvez éventuellement changer. Donc ça se démonte. En dessous, au passage, vous voyez, ici, il y a la caméra. Ici, il y a les antennes pour le Wi-Fi, etc., etc. Donc, vous pouvez changer la dalle. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle, puisque entre le prix de la dalle plus le prix de la main d'œuvre, vous serez pas loin du prix d'un ordinateur. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Voilà, Tania.
Après, encore une fois, si vous passez par un ami, eh bien, ça peut aussi être moins cher et valoir la peine de le réparer. Quoiqu'un ordinateur sous Windows Vista, ça commence à être un petit peu ancien. Et le fait de changer cette dalle, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va tomber en panne, même s'il a toujours fonctionné. L'un dans l'autre, c'est toujours un petit peu délicat d'investir beaucoup d'argent dans un ordinateur qui est ancien, puisque vous comprendrez qu'il peut tomber en panne. L'informatique, on n'est jamais à l'abri. Voilà Tania, j'espère avoir répondu à votre question. Mario, Windows Defender reste léger et n'encombre pas l'ordinateur. Tout à fait Mario. Il a l'avantage Windows Defender d'être léger et de ne pas trop prendre de ressources du système. Donc c'est plutôt quelque chose de pratique. Gabriel, bonsoir Gabriel, bonjour Cédric, que penses-tu d'un PC portable hybride? Un conseil s'il te plaît. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un PC hybride, on va regarder ça. Peut-être je sais ce que c'est, mais peut-être pas sous cette forme-là. Alors, PC hybride, peut-être le plus simple, est-ce que vous pourriez, Gabriel, me donner un peu plus d'informations sur ce que vous appelez un PC hybride? Alors, PC hybride 2 en 1. Alors, donc ça doit être à peu près une tablette avec un clavier. Je suppose. PC hybride Asus Mini Transformer. Tablette Asus Galaxy. Je suppose que c'est ça. Alors, je vais attendre un petit peu une petite précision, Gabriel, par rapport à ça, si c'est bien ça. Donc un PC éventuellement qui se transforme en tablette, donc avec un clavier amovible, un PC qui serait tactile. J'attends de vos nouvelles, Gabriel. Alex, merci Cédric et Mario pour les infos. Et ben voilà, parfait. J'espère qu'avec tout ça, ça pourra vous servir et que vous puissiez voir un petit peu où vous souhaitez en être avec votre antivirus payant. Après, donc Gabriel, par rapport à... j'avais pas partagé mon écran, c'est pas très grave. Gabriel, si le PC Transformer, c'est un PC donc, qui va vous permettre d'ajouter un clavier, d'ajouter qui soit tactile, etc. Donc une tablette avec un clavier, en gros. Mon avis par rapport à ça, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Ça dépend aussi du budget que vous avez. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, un petit peu comme quand vous achetez un ordinateur. C'est un petit peu pareil. On ne va pas acheter le même ordinateur si par exemple on a besoin de le transporter. Moi j'achèterais plutôt un PC fixe, mais si je dois voyager toutes les semaines, je ne vais pas m'acheter un PC fixe, ça paraît logique, et néanmoins il faut quand même y réfléchir avant d'acheter son ordinateur. Ensuite, est-ce que j'achète une tablette ou est-ce que j'achète un PC portable? Eh bien c'est pareil, est-ce que je vais avoir besoin de travailler ou est-ce que c'est juste pour regarder des vidéos sur YouTube? Si c'est juste pour regarder des vidéos sur YouTube, ou envoyer, on va dire, un mail par jour maximum, et des mails pas trop longs, parce que taper sur une tablette qui n'a pas de clavier, c'est un peu pénible. Et ben voilà, je peux me dire, il vaut mieux que je prenne une tablette, c'est plus simple, l'autonomie est meilleure, je pourrais l'emmener partout sans que ce soit encombrant, je risquerai pas de l'abîmer, enfin moins. Donc voilà, je prends une tablette dans ces conditions-là. Maintenant, un hybride, c'est une tablette avec un clavier, donc on va dire c'est l'étape intermédiaire. J'ai quand même envie de pouvoir le transporter. Je sais que l'écran sera en théorie un petit peu plus petit qu'un portable parce que je suis pas sûr qu'ils fassent des hybrides qui soient grands. Et si vous avez un hybride qui est grand, autant du coup avoir un PC portable. Ensuite, à partir de là, eh bien vous verrez les claviers qui sont avec les hybrides. Des fois c'est des vrais claviers, des fois c'est pas forcément des vrais claviers. Donc il faut voir ça aussi. Pour quelle utilisation vous allez le faire? Est-ce que vous avez besoin de puissance? Est-ce que vous allez faire des montages vidéo? Est-ce que vous allez juste regarder des vidéos? Voilà. Il faut que vous vous posiez ces questions comme si vous alliez acheter un ordinateur. Quels sont vos besoins? Quel est votre budget? Et est-ce que ça va vraiment vous servir? Voilà Gabriel, en tout cas, vous vous posez toutes ces questions. Une fois que vous avez mis sur le papier ce dont vous avez besoin, soit vous nous rejoignez sur le forum en nous posant la question et en nous demandant les modèles que vous avez vus éventuellement. Voilà. Après, honnêtement, moi j'ai un pote qui avait un PC hybride
Et moi j'ai un PC portable et honnêtement, pour l'utilisation que j'en ai, je ne peux pas passer sur un PC hybride. La puissance n'est pas là, le stockage n'est pas là, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas forcément le brancher sur un écran externe. Enfin bref, il y a pas mal de limitations. Et puis voilà, si tout l'ordinateur est concentré dans une petite tablette, la puissance, vous ne pouvez pas avoir la même, à moins de mettre très cher, et encore, qu'un PC portable ou un PC fixe. Donc voilà, tout ça, il faut que vous preniez ça en considération, vous réfléchissez bien à vos besoins, vous réfléchissez à tout ça, et ensuite ça vous permettra de prendre la décision adéquate en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, Gabriel. Alors, c'est un PC normal, qu'on enlève le clavier, mais qui fonctionne avec Windows 10. Donc voilà, c'est pas forcément un PC normal, c'est un PC normal, c'est quelque chose où vous avez de l'épaisseur, où vous avez un grand nombre de choses. L'épaisseur, plus ça va être fin, et plus c'est difficile de mettre de la puissance, plus c'est difficile de mettre du stockage, plus c'est difficile de mettre ce genre de choses. Il n'y a pas de mystère. Même si aujourd'hui les téléphones portables sont puissants, peuvent jouer à des jeux, etc., vous n'avez pas la puissance d'un ordinateur portable qui serait dans une plus grande taille. Donc, comme je vous disais, les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure sont les mêmes. Il faut que vous puissiez voir quels sont vos besoins. Alors, Tania, merci pour toutes vos réponses amicalement. Bonne soirée à tous et à demain, Tania. Alors pour Tania, avant de changer la dalle, je lui conseille de vérifier les gros condensateurs sur la platine électronique. S'ils sont gonflés au-dessus, les changer. 5 à 6 euros, panne très courante. Alors, merci Albert pour cette précision. Je ne sais pas à quel condensateur vous faites allusion sur la platine électronique. Alors, je ne sais pas à quel condensateur, Albert, vous faites allusion. Est-ce que ce sont bien les condensateurs de la dalle du PC portable et non pas de la dalle d'un écran normal? Parce que moi, j'en ai pas démonté beaucoup, mais je ne sais pas où sont ces condensateurs auxquels vous faites allusion. Ok, Gabriel, merci pour la réponse. Parfait. Vraiment, voilà, vous verrez un petit peu en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, allez, il est 18h57, apparemment plus trop de questions. Tania, c'est le PC d'une amie. Merci Albert pour le conseil, je vais lui transmettre amicalement Tania. Voilà Tania, vous avez votre réponse. Comme je vous disais, aujourd'hui, il faut voir un petit peu éventuellement qu'elle fasse un devis ou éventuellement qu'elle voit si un ami peut lui faire, parce que sinon on monte vite dans des prix, et aujourd'hui à 250 euros vous aurez forcément un PC qui est beaucoup plus puissant, qui est un PC qui a 6-7 ans. Alors, Albert nous parle de l'alimentation. D'accord, je ne sais pas, l'alimentation, d'accord, peut-être l'alimentation de la dalle et la carte électronique sur laquelle est branché donc la dalle. Alors en effet, vous pouvez aussi voir ça. Merci Albert, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. C'est vrai que ça vient pas forcément de la dalle, comme le dit à juste titre Albert. Ça peut aussi venir de la carte électronique. Je ne sais plus si ça s'appelle un inverteur ou autre chose. Peut-être l'inverteur c'est autre chose. Mais en tout cas voilà, quand vous allez démonter, regardez comme l'a à juste titre précisé Albert, savoir si les condensateurs sont gonflés. Si vous avez la possibilité de le voir, peut-être que ça vient de là, et peut-être que vous pourriez ne changer que la carte électronique. Comme nous l'a à juste titre indiqué Albert. Merci Albert. Alors Michel, Cédric, j'ai écouté votre vidéo importante, j'espère que la suite de vos projets vous permettra de vivre de votre passion. Et moi aussi Michel, je l'espère. Quoi qu'il en soit, j'essaye de mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Et puis je sais que vous êtes toutes et tous derrière moi et que vous êtes là pour m'aider. Je vous en remercie, je vous remercie d'être fidèles et depuis toutes ces années. J'espère vous apporter beaucoup de valeur avec les vidéos que je fais, avec les demandes à Cédric et avec le forum, avec tout ça. Un grand merci à toutes les personnes qui participent sur le forum au passage. Évidemment, Super Alexandra, Louis-Paul, évidemment Philibert, évidemment Raymond, et tous ceux que j'oublie, j'en suis désolé, mais voilà. Denis, évidemment. Voilà, merci à vous toutes et tous pour les participations et tout ça.
Voilà, il est 19h, j'avais dit que je parlerais du site, mais au final j'en ai parlé au début de cette vidéo, donc vous avez vu à peu près les nouveautés qui arrivent. Là c'est 7 jours donc, de demande à Cédric, je vais me concentrer sur ça, et je vais faire en sorte que le site avance le plus rapidement possible, pour qu'il soit le plus opérationnel le plus tôt possible, et que tout puisse fonctionner correctement, que ce soit à la fois plus simple pour vous, que les formations soient désormais vendables, c'est français ça ? Que je puisse vendre les formations à l'unité pour les personnes qui souhaitent justement n'acheter qu'une seule formation, plutôt que de devenir membre actif et d'avoir accès à toutes les formations, elles pourront acheter les formations à l'unité. Voilà, allez, si vous êtes encore en train de regarder ce Demande à Cédric, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site si vous n'êtes pas encore inscrit. Évidemment, je ne m'adresse pas aux membres plus qui sont là avec nous aujourd'hui, mais surtout aux membres aux personnes qui ne seraient pas encore inscrites. Formation informatique avec Cédric.fr. Vous vous rendez sur la page d'accueil du site. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil du site, si je réussis à la retrouver, vous recherchez le formulaire qui est bleu ici, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire, et vous allez recevoir un mail de ma part qui vous indique que vous devez cliquer dessus pour valider votre adresse. C'est contre le spam que je fais ça, et à partir de là, ça vous permet d'accéder à votre espace membre et d'accéder à toutes les vidéos gratuites que je vous offre, et si vous le souhaitez, passer à la vitesse supérieure en achetant des vidéos ou des formations disponibles. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit demain. Donc demain, nous serons mardi 13 décembre. Oui, c'est ça. Et on se donne rendez-vous à 17h. Merci d'avoir été présent. Je regarde si tout va bien. Tout va bien. Plus d'autres questions. Merci et à demain. Ciao!